Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien car cette semaine on va braver le Covid et partir en balade. Mais je vous laisse le temps de préparer votre sac à dos pendant que je vous narre, oui, on narre maintenant sur Explore Japon, le sommaire, vous le connaissez, de l'émission. Et on va voir le quotidien d'une japonaise qui vit à Kanazawa, on va boire un coup sur un toit, bah oui, pourquoi pas. Et pour finir, je vous ferai un mini point Road to Japan et on retournera dans une ville dont je vous ai déjà maintes fois parlé. Mais où il est temps de reprendre le sac à dos en mode Dora, let's go. Je serai là donc, je vais être la map, vous savez, la fameuse map de Dora l'exploratrice. C'est génial parce que je parle de Dora comme si je connaissais la série alors que je n'ai jamais vu aucun épisode. Et donc voilà, je vais parler pendant tout cet épisode, telle une map qui va vous guider avec cette voix insupportable, je suis la map. Wouh. Bon non, on va la rejouer avec une voix normale, hein, je vous rassure. Et donc cette semaine, on va dans la préfecture de Kyoto. Mais on va pas être à Kyoto, on va aller un petit peu loin de Kyoto vu qu'on va se balader dans un endroit où on y accède via un bus touristique. Oh. Alors le trajet dure un peu plus d'1h30 environ, hein, avec un bus, ce que j'appelle un bus touristique, c'est que c'est pas un bus qui va s'arrêter à plein d'arrêts pour rentrer à la maison, c'est un bus spécial direct qui fait quand même quelques pauses sur le trajet. Alors j'ai même un peu halluciné d'avoir des pauses. Parce qu'1h30, vous n'avez pas besoin de faire des pauses pipi toutes les demi-heures, faut pas déconner. Bon, a priori, le japonais ne tient pas à une petite vessie, je ne sais pas, mais voilà, on avait fait quelques pauses sur des stations, genre de stations d'essence, des genres de stations d'arrêt. Je trouvais ça un peu ridicule, on fait une pause d'un quart d'heure, mais bon, pourquoi pas. Voilà, il y a des gens peut-être qui ne supportent pas les trajets d'1h30. Chacun ses problèmes, comment dire. Et donc voilà, c'est un bus que vous pouvez prendre directement à la Kyoto Station. Donc il faut aller vers la sortie sud de la gare. Donc en gros, pas du côté où on voit la Kyoto Tower. Alors attention, il ne doit pas y avoir plein de bus non plus dans la journée, hein. Donc c'est à planifier, parce que c'est vraiment un bus balade, comme je vous le disais, hein, pour aller à une destination touristique. Au niveau du prix, ça vous coûtera de mémoire, je crois que c'était 3500 yens pour l'aller-retour, ce qui donne environ une trentaine d'euros. Je crois qu'on peut y aller aussi en train. Enfin, pas qu'en train, parce que c'est un train aussi, et il faudra prendre un bus ensuite. Mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus compliqué, avec pas mal de changements au final. Bref, le bus direct sera beaucoup plus efficace. Il y a des billets en aller simple ou des billets aller-retour au passage. Donc si vous voulez rester sur place et ne plus jamais revenir et vous cacher dans la campagne japonaise, c'est jouable aussi. Et en plus, ça sera plus économique. Pour cette balade, moi j'avais rien organisé. J'avais fait le suiveur totalement. C'était mon ami Vola qui m'avait convié à la suivre avec certains de ses camarades de classe. Et donc du coup, j'avoue, moi elle m'a dit achète ce billet, j'ai acheté ce billet. Je savais même pas vraiment où on allait. J'ai un peu suivi comme ça. Voilà, avant que je parte en fait du Japon, j'avais fini mon école. C'était pendant mon dernier mois et elle m'a proposé ça. Je me suis dit, bon, une dernière balade en février dans un endroit que je connais pas. Il n'y avait plus l'école, c'était un peu l'occasion. Je me suis dit allez allons-y. Mais c'est vrai que je vous ai toujours pas dit finalement où on va. Donc on va partir dans, comme je l'ai dit, le nord de Kyoto, dans un village qui s'appelait, alors je le fais pas de mémoire hein, parce que je me rappelais pas du tout, je me rappelais de l'endroit où j'étais allé, je me rappelais que c'était dans le nord de Kyoto, mais j'avoue je ne me rappelais pas du nom, donc j'ai fait mes petites recherches. Et le village c'était Nakamaki Miyamacho Kita. Voilà, donc Nakamaki Miyamacho Kita. Alors c'était un tout petit village qui est réputé au final pour ses vieilles demeures traditionnelles, avec les fameux toits en chaume. Il y aurait a priori plus de 200 maisonnettes, mais je dois avouer, ça me paraît beaucoup. En fait, j'ai lu qu'il y avait 200 maisonnettes avec des toits en chaume parce qu'ils considèrent tous les petits villages qui sont autour, qui fait en fait, c'est une ville qui, si je dis pas de bêtises, s'appelle Miyama, je pense, ou Miyama quelque chose. Et là, en fait, c'était un village spécifique de tout le petit coin, des petits villages qui sont entre eux. Et bien entendu, dans ce genre de village, on y trouve donc des maisonnettes traditionnelles avec les toits en chaume, mais aussi le fameux onsen, hein, c'est un peu le classique de ce genre de lieu touristique. Alors moi, j'étais allé en plein hiver, comme je vous le dis, c'était avant que je parte du Japon, une fois que j'ai vécu en 2018 au Japon, et j'ai quitté mon école en janvier. J'ai eu un mois en gros sur place avant de devoir rentrer, on m'a laissé un mois avant que mon visa se termine, donc j'ai pu profiter un petit peu, mais c'était du coup en plein hiver. Il faisait quand même très gris, il faisait pas très beau, il faisait assez moche, il y avait beaucoup de neige, enfin il y avait beaucoup de neige, il y avait de la neige, et on s'était pris des vagues entre de la neige, du déluge, et il faisait très froid. Bref, c'était pas forcément le meilleur moment pour faire une visite, je pense, du lieu, mais bon, j'avais pas le choix, c'était ce moment-là, et puis c'est tout.
Du coup, bah, vous l'avez compris, hein, j'ai pas pu vraiment profiter à fond, vu qu'il faisait vraiment super froid et moche. Donc pour faire de jolies photos, bah, c'était quand même un petit peu compliqué, mais pour autant, j'ai quand même passé un moment sympathique. Alors je vais pas vous mentir, hein, c'est pas the place to be pour un voyage au Japon, hein. C'est pas le premier endroit où on va aller, hein. Mais bon, si vous habitez le Kansai, que vous êtes en PVT, que vous êtes un étudiant, etc., ça peut valoir le coup de se faire un petit day trip par là-bas. Le village est donc composé de jolies maisonnettes traditionnelles, hein, en bois. Le village, il est un peu, on va dire, il est enclavé entre une montagne et une petite rivière dans une genre de petite vallée. Bref, oui, tout est petit avec moi. Quand on est au Japon, les Japonais sont pas bien grands, donc tout est petit. Ou alors c'est peut-être parce que je n'ai pas assez de vocabulaire. C'est à vous de choisir. Bon, en tout cas, on est dans cette petite vallée, et on est bah, en plein dans le paysage carte postale, hein, de la campagne japonaise. Alors attention, hein, vous y trompez pas, c'est quand même un vrai village d'habitation, hein. Il y a des gens qui habitent sur place, même s'il y a certaines des maisons qui ont été transformées en activités touristiques, ça reste quand même un lieu, c'est pas Disneyland. Par exemple, quand j'étais allé à, ah, j'ai un trou. Bah, j'étais allé dans une ville au Japon, Takamatsu. Voilà, non, Takayama. Takayama, parce que Takamatsu, c'est l'autre. C'était Takayama, parce que c'est à la montagne. Yama veut dire montagne, c'est comme ça que je m'en souviens, mes mots techniques. Donc à Takayama, il y a un village folklorique, etc. aussi, dans la ville de Takayama, mais c'est une reconstitution. Donc il n'y a pas vraiment des gens qui habitent. C'est un peu comme si vous alliez dans un musée, puis vous payez pour rentrer. Là, non, non, hein, c'est un vrai village. Il y a des vraies maisons, il y a des vrais gens qui habitent, il y a des vraies fermes. Mais il y a aussi voilà, quelques petites activités touristiques, car il y a quand même beaucoup de touristes. C'est pas un village perdu au milieu de nulle part et que personne n'y va. Il y a un bus touristique qui va, donc vous vous doutez bien qu'il y a quand même des activités touristiques sur place. Par exemple, on va trouver, bah, il y a un café, il y a deux ou trois cafés, ouais, peut-être pas trois, je m'emballe un petit peu, mais il y a au moins un café, ça c'est sûr. Il y en avait au moins un deuxième, un café-restaurant. Moi, j'avais fait un café qui était en mode assez à l'ancienne, sur un tatami où on peut boire, bah, voilà, un café. Alors, un café lambda qui n'était pas très bon pour moi, hein, c'est pas un café de coffee shop. Vous vous en doutez, hein, c'est pour ça que je ne vous le mettrai pas dans ma liste des coffee shops où aller. On pouvait boire du thé, il y avait des petits gâteaux. C'était un endroit sympa, hein, mais c'est vrai qu'en termes de café, c'était pas the place to be. Mais pour se poser, puis de toute façon, vous n'avez pas un choix monumental, hein, donc bah, ça faisait le job, surtout par temps de pluie. Et quand il faisait très froid, on était content de se poser là-bas. Il y avait aussi, il me semble, des restaurants et des petites auberges où on pouvait dormir, mais j'ai pas testé tout ça, mais voilà, il y avait quelques petites choses dans ce genre-là. J'avais oublié en fait vraiment d'en parler, enfin je vous en ai parlé un petit peu, mais le Nakami Miyamoto-kita, c'est vraiment un petit village, hein, parmi plusieurs villages que compose la municipalité de Miyama. Donc bah, en fait, si vous avez une voiture ou un moyen de locomotion autre, à vos pieds par exemple, mais il faudra beaucoup marcher je pense, bah, vous pouvez voyager, enfin voguer entre les différents villages et un petit peu bah, voilà, vous balader dans la campagne japonaise. Il y a aussi sur place un musée traditionnel dans un de ces villages. Alors je ne sais pas si c'était celui où j'étais parce que j'ai pas fait de musée, mais peut-être. Parce que je pense que c'était vraiment le spot touristique dans lequel j'étais, donc à mon avis il devait être là. C'était un musée folklorique qui s'appelait Kayabuki, enfin il s'appelle toujours un Kayabuki no Sato. Donc pareil, c'est une vieille maison qui va exposer bah, des outils traditionnels, des articles ménagers du quotidien des Japonais, des décennies passées. Il y a quelques expositions aussi sur la construction et l'entretien des toits de chaume. Donc je pense que ça pourrait être un endroit sympa, mais j'avoue, moi vraiment fait le suiveur, j'avais rien préparé, je savais quasi pas où on allait. Donc bah voilà, ouais, j'ai suivi, et dans l'option, il n'y avait pas ça, donc bah, je ne l'ai pas fait. Je savais même pas qu'il y avait ça, c'est en faisant des petites recherches, parce que mes souvenirs parfois me jouent des tours, et je prépare un petit peu ce podcast, hein, parfois, je ne fais pas tout à l'arrache, hein, il faut le savoir. Et donc j'ai appris aussi qu'il y avait un autre musée qui cette fois était sur la teinture indigo. Voilà, vous savez, la fameuse teinture indigo du Japon qui est très réputée. Et bien il y a un musée là-dessus aussi, a priori, dans un des villages. Moi, principalement, vous l'avez compris, hein, je me suis baladé avec mes amis, hein, dans les petites ruelles. J'ai fait quelques photos, mais comme je vous l'ai dit, le temps n'était pas vraiment au rendez-vous pour en profiter et faire des photos, prendre son temps, flâner, etc. On a donc, bah, comme je vous l'ai répété au départ, fait une pause dans l'un des rares cafés du village. Et vu qu'il y avait en plus un peu de monde et beaucoup de pluie, vous vous doutez bien que les gens se sont rués dans les intérieurs qui permettaient voilà, de rester un petit peu au sec. Alors moi, j'ai essayé de braver un peu la pluie parce que quand on a fait le café, je crois que je sais plus s'il y avait de la queue ou si ils ont mis vraiment beaucoup de temps pour nous servir. Je sais plus ce qu'il y avait, mais en tout cas, moi, je me suis dit, j'ai laissé mes amis y aller et moi, j'ai fait, bah, je vais quand même prendre un peu de temps parce que je trouvais ça dommage de ne pas aller faire des photos. Donc bah, voilà, j'ai essayé un petit peu de me balader, de faire des photos, mais c'est vrai que je regrette de ne pas avoir pu visiter vraiment dans des bonnes conditions au final. Alors, ne pensez pas qu'on allait directement au café. Le bus nous a laissé un petit peu plus loin et après il a fallu marcher, je sais pas moi, peut-être une demi-heure ou quelque chose comme ça, le long d'une route, puis à travers la petite campagne japonaise. Je sais pas pourquoi le bus
vous laisse là-bas. Alors c'est là-bas qu'il y a le onsen, il me semble. Il y a un genre d'auberge, etc. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais il faut marcher après en fait le long de. Vous suivez la rivière, vous suivez la route, c'est très sympa. Et après vous arrivez vraiment dans le village traditionnel. Donc le village, hein, il était quand même super charmant, même si j'en ai pas hyper profité. Et franchement, pour les amoureux de maisons anciennes, il y a de quoi faire, hein. Pour ceux qui voudraient en plus rester sur place, comme je vous l'ai dit, il y a des auberges dans ces vieilles maisons. Il y en a certaines qui sont des auberges. Alors, je ne sais pas ce que vaut l'expérience parce que je ne l'ai pas tenté, mais franchement, ça doit être plutôt intéressant de dormir dans une maison traditionnelle japonaise qui, en plus, je pense, ont le confort qui va. Vous n'allez pas devoir faire pipi dehors par -25, hein, bien entendu. Mais je pense, voilà, ça peut être sympa avec le tatami, le toit en chaume, et puis je pense qu'il joue vachement sur le côté traditionnel quand même, avec le confort quand même moderne. Donc ça doit être assez chouette comme expérience. Alors, je vous parle pas, voilà, je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont testé ce genre d'expérience, mais je suis pas contre d'avoir vos retours et savoir si c'était sympa ou autre, hein. Vous savez, hein, d'habitude, il suffit de venir me parler sur les réseaux sociaux. Alors, je vous parle pas de si vous avez fait un ryokan, hein. Vous savez, les ryokan, c'est les auberges qui peuvent être plus ou moins de luxe au Japon, où on va justement dormir sur un tatami, on va se balader avec son petit kimono, il y a souvent des onsen dans le ryokan, vous allez manger le matin votre poisson, ça c'est pour moi, ce n'est pas possible, je suis très ouvert, hein, mais le repas salé du matin, c'est non, c'est no way avec moi. Vous connaissez en plus mon appétence pour la bouffe dégueulasse et la junk food. Manger du poisson frais avec du riz et je ne sais quoi d'autre. Enfin, moi, déjà, juste quand je vois les photos de ce que les gens mangent dans les ryokan le matin, j'ai envie de me suicider. Donc non, clairement, c'est pas pour moi. Moi, il me faut ma petite viennoiserie, il faut un truc comme ça. J'aime le Japon, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que j'aime aussi. Et ce que j'aime, c'est les pâtisseries. Donc je ne vais pas le petit. Pour moi, c'est sacré le petit déjeuner. On ne va pas manger ça le matin. Et à la limite, même le soir, je suis pas sûr que ce soit un de mes kiffs, mais bon, voilà, ça fait partie des charmes des ryokan. Mais je m'égare parce que c'était pas du tout le sujet de l'émission. Le ryokan, donc voilà, si vous avez fait un ryokan, venez pas me parler en me disant ah, j'ai fait un ryokan, c'était sympa. Oui, le ryokan, c'est un truc traditionnel. Même moi, j'ai fait un ryokan au Japon. Non, là, je parle vraiment des maisons traditionnelles avec les toits de chaume, etc. Et je pense que ça va être vraiment très chouette comme expérience. Donc, si vous avez eu l'occasion, n'hésitez pas à le partager. Je serais très content de découvrir un petit peu votre ressenti. Puis, je pourrais peut-être en parler un jour dans le podcast, bien sûr, pour partager ça avec tout le monde. Bon, après, voilà, si vous voulez rester une nuit, faudra peut-être quand même soit partir tôt le matin, hein, pour prévoir une petite randonnée. C'est-à-dire soit partir tôt le matin, c'est-à-dire le lendemain matin, c'est-à-dire que vous allez dormir sur place et puis après prendre le bus. Après, je connais pas les horaires de bus, hein, peut-être que ce n'est pas possible. Sinon, si vous comptez rester sur place et dormir une nuit dans une auberge, il y a aussi des randonnées en forêt qui ont l'air assez sympas autour. Ça permet un peu d'agrémenter le week-end. Parce que voilà, ou alors si vous avez un moyen de locomotion, comme on disait tout à l'heure, vous pourriez aller faire, je sais pas, un petit tour des villages, etc. aux alentours. Je pense qu'avec une voiture, ça doit être très sympa de parcourir la campagne japonaise. Je ne l'ai jamais fait et c'est un truc que j'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas le permis. Pour ça, il me faudra soit des amis qui ont le permis, soit une Megumi. Et oui, je suis le boulet qu'on trimballe en voiture. Mais voilà, donc si vous dormez sur place, c'est le genre d'activité qu'il faut prévoir parce que le village est quand même pas bien grand. Il ne va pas vous falloir 2 jours, même si vous marchez très lentement, pour profiter du village, hein, vraiment. Mais du coup, moi, j'y étais resté que quelques heures. Et je pense que voilà, un jour, j'aimerais y retourner quand même, mais avec une assurance d'un meilleur temps pour vraiment pouvoir profiter tranquillement du village, voilà, pouvoir se balader, faire des petites photos, regarder les détails, etc. Parce que là, la pluie, le froid, il faisait très très froid de mémoire, avait vraiment pas mal gâché ma journée. Mais je me souviens quand même avoir apprécié voilà, marcher le long de la route, comme je vous le disais, il y avait une route entre les deux villages, avec cette ambiance de campagne japonaise, comme je dis, enclavée entre les montagnes, c'était vraiment agréable. En fait, ça sentait bon les vacances, voilà, les vacances un peu à la campagne. Et puis le village où j'étais en lui-même hein, est vraiment super mignon, hein. Ça fait aussi plaisir de zigzaguer dans les mini-ruelles entre les maisons, avec les toits de chaume, etc. Et franchement, pour les gens qui aiment flâner, regarder l'architecture, regarder ces détails, c'est vraiment un chouette moment à faire. Bon, bien entendu, l'endroit où on vous laisse en bus et où vous le prenez aussi, donc comme je l'ai dit, c'était 2 endroits différents, j'ai pas compris pourquoi. Vous allez trouver quand même une boutique de souvenirs, voilà, si vous voulez rapporter quelques trucs et puis manger et grignoter une petite connerie. Il y a même, je pense, une supérette, hein. Je sais pas si c'est un 7-Eleven, mais il y a une petite supérette. Il y avait même un gros hôtel, donc ça c'était l'endroit où on arrive. C'est une maison beaucoup moins traditionnelle, hein. Alors c'est pas un building non plus, hein, vous inquiétez pas, hein. Mais ça faisait plus grosse maison, voilà, c'est ça, plus grosse maison, comme un gros chalet, on va dire, qu'on pourrait voir dans une station de ski autrichienne par exemple. C'était assez marrant, je sais pas trop pourquoi il y avait ça collait pas trop à l'ambiance du reste, mais c'était marrant, et puis c'était plutôt joli hein, quand même, hein, comme gros chalet.
Ah, puis j'ai oublié un truc quand même, qui est quand même le truc cool, c'est qu'à certaines périodes de l'année, il y a un festival avec des lanternes allumées. Alors, je sais pas si c'est un jour spécifique ou si c'est pendant une période, etc. Et je peux vous dire en tout cas que le spectacle était vraiment magnifique. Là encore, il faisait trop froid hélas, et il y avait un peu, il commençait à pleuvoir pas mal pour que je m'attarde à faire des photos. Puis j'étais pas tout seul en plus, hein, j'allais pas trop saouler les gens avec les photos. Mais le spectacle était vraiment chouette de voir toutes les petites lanternes le long des ruelles s'allumer à force que bah, la nuit tombait. Le spectacle était vraiment merveilleux, je garde vraiment un super souvenir de ce moment, de ma journée sur place. Puis il y avait des petites lanternes qui étaient sur la neige tout au long de la route. Il y avait aussi les maisons qui étaient illuminées avec des petits projecteurs. Alors, c'était pas des projecteurs de compète, hein, parce que c'est un petit village. Ça faisait un peu voilà, projecteur acheté chez Kiloutou. Mais j'ai rien contre Kiloutou au passage, hein. Si quelqu'un travaille chez Kiloutou, je m'excuse. Mais voilà, ça faisait vraiment le petit projecteur pas très cher. Et franchement, c'était bah, plutôt mignon, plutôt mignonné. Moi, j'ai vraiment un très bon souvenir même si ça a été très rapide, parce qu'il fallait prendre le bus ensuite, et surtout qu'il pleuvait comme vache qui pisse, donc vous n'avez pas envie de rester 3 heures sur place. Mais franchement, c'était vraiment très très agréable, et le paysage était vraiment très joli. C'est pour ça que bah, j'aimerais bien le refaire, un de ces quatre. Ça me ferait vraiment plaisir. Bref, je ne conseillerais pas pour un premier voyage, hein, bien sûr, ni un deuxième voyage au Japon, parce que c'est 3 heures de bus aller-retour de Kyoto, c'est quand même pas à côté. Mais pour les gens qui sont déjà venus plusieurs fois sur Kyoto, qui reviennent dans le Kansai et qui ont un peu fait tout le tour, même si bon, le Kansai, il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a vraiment beaucoup de... Vous pourriez rester 1 mois dans le Kansai, 2 mois dans le Kansai de vacances. Alors 2 mois, vous pouvez peut-être le caser, mais quand même, il y a quand même pas mal de choses à faire tout autour. Mais voilà, donc c'est pas quelque chose, c'est pas the place to be, hein, forcément. Mais pour les gens qui sont déjà venus, voilà, et qui ont du temps, ou alors ceux qui résident sur place, hein, ceux qui sont là en PVT, ou bien les étudiants, bah, c'est une balade qui est bah, pas trop loin de Kyoto finalement, parce que c'est quand même 1 heure et demie en bus, donc c'est pas si loin que ça. C'est abordable, parce que c'est 30 euros. Donc ça peut faire un day trip sympa qui peut un peu vous changer de ce qu'on peut voir à Kyoto, parce que c'est vraiment différent, c'est la campagne, hein. Et puis bah, c'est plutôt mignon, voilà, c'est plutôt mignon, ça va pas être la balade du siècle, mais ça reste une balade très très chouette. Mais voilà, on a fini pour aujourd'hui pour cette balade. Je suis désolé, l'émission va peut-être être un petit peu plus courte aujourd'hui parce que j'ai pas eu trop de temps. Je vous expliquerai un peu après pourquoi dans le coup de cœur. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu plus rapide. Et puis bah, de toute façon, cette balade n'avait pas non plus. C'est pas la plus grosse balade, hein. Quand je vous dis, hein, bon, on reste quelques heures dans le village, mais ça vaut le coup. Donc voilà, regardez sur Google Maps. Si vous êtes sur le Patreon, je vous aurais mis les quelques photos que j'ai prises qui ne rendent pas forcément voilà, hommage au lieu. Bah, regardez un petit peu, faites votre petite recherche. Ça peut être un coin sympa pour vous, pour vos prochaines vacances sur Kyoto. Mais voilà, maintenant, il est temps de faire quoi? Bah, de passer à Instagram comme chaque semaine. Et oui, cette semaine, on va suivre une japonaise qui vit à Kanazawa et qui fait de bien jolies photos. Alors, il y a beaucoup, moi je trouve, il y a beaucoup de poésie dans certaines de ces photos qu'elle poste sur Instagram. Je trouve que l'ambiance de ces photos transpire bien le Japon qu'on aime au final. On navigue autant dans des photos de nature, hein, de campagne, tout comme on peut avoir des photos d'architecture et de lieux un peu plus visuels, un peu plus design. Par contre, pour les amoureux de Shinjuku et Shibuya, bon, bah, vous ne serez pas comblés car ce ne sont pas des photos de grosses villes, ça reste des photos de Kanazawa et des alentours principalement. Alors le nom de ce compte, c'est Mamikyo_TCY. Bon, encore une fois, c'est compliqué, je sais, ça sera dans la description ou sur le Patreon, pas d'inquiétude. C'est un compte vraiment sans prétention, mais vous savez que j'aime bien les comptes sans prétention, qui ne cherchent pas le follower, qui n'est pas un photographe de talent, mais qui retranscrit bien, son Japon à elle, et moi j'aime bien suivre le Japon des gens. Et comme d'hab, voilà, il suffit d'aller cliquer dans la description, et je vous dis, vous ne serez pas déçus, parce que bah, ces photos sont vraiment chouettes. Moi je trouve qu'il y a une certaine poésie, vous allez voir ça, c'est assez mignon. Mais maintenant, voilà, Instagram, c'est fini, on va pas passer 15 plombes non plus pour décrire un compte Instagram, hein. C'est juste pour vous donner pour les curieux, pour aller avoir un petit lien pour aller voir. Mais on va passer à la fameuse rubrique Voldemort. Et cette fois-ci, on va aller dans un spot que j'aimais beaucoup à Kyoto. Allez, c'est parti. Car oui, cette semaine, pas de resto. Pas de café. Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Où il va bien pouvoir nous amener? Peut-être dans un burger café? Non, on va pas faire ça quand même. Eh bien, cette fois, on va aller dans un autre traditionnel, le bar. Oui, le bar Pardi, forcément, c'est le dernier du triptyque
Bon, le triptyque aurait pu être fait d'une boulangerie, mais j'avoue, j'ai pas fait tant que ça de boulangerie. J'ai fait des petits trucs, des donut shops, des trucs comme ça, mais j'avoue, de boulangerie, j'en ai fait quelques-unes, mais pas tant que ça, et c'est quelque chose qu'il faudra que je remédie la prochaine fois, parce que j'adore les pâtisseries. Et donc on va aller cette fois dans un bar, mais pas n'importe lequel. Alors c'est pas un izakaya, etc. Non, c'est un rooftop bar. Et pour les non-anglophones, c'est quoi? Bah, c'est un bar sur un toit, tout simplement, voilà, le toit d'un immeuble. Alors j'ai découvert ce rooftop qui venait en fait d'ouvrir il y a pas si longtemps que ça, et donc était peu fréquenté, parce qu'il venait d'ouvrir quand j'y vivais, via une amie barista qui bossait au fameux café Walden Woods où j'allais tous les jours. Donc c'était en 2018. Elle m'avait invité en fait avec un ami à moi, un Français qui vivait en Écosse, enfin qui vit toujours en Écosse, et qui était venu me voir quelques semaines alors que je commençais à peine à vivre sur Kyoto. Ça faisait quoi, un mois que j'étais là. Il était venu me voir au mois de mai. Puis bah, il venait avec moi le matin au café quand moi j'allais étudier. Voilà, c'était cool, il restait avec moi. Puis après, il faisait sa balade pendant que moi j'allais à l'école. Donc c'était plutôt chouette. Et bah voilà, elle m'aimait bien déjà à l'époque, et puis bah mon pote étant quelqu'un de sympathique aussi, elle l'a trouvé sympa dès le départ, et donc elle lui a proposé bah, de sortir avec moi un soir, et elle nous a amenés dans un lieu qui s'appelle donc I-Gion. Je n'ai jamais su si on disait Gion ou Gion, je crois que c'est Gion, mais voilà. Enfin, je pense que c'est, oui, c'est Gion, on dit pas Gion, mais... Donc voilà, oui, parce qu'on dit, oui, on dit pas Gion, forcément, ça ne se dit pas en japonais. Bref, ça c'est I, donc avec un Y, donc A, et, je ne sais pas. Et en fait, bah, c'est un building assez neuf, donc dans le quartier de Gyeon, qui arbitre enfin, l'immeuble, il abrite un concept store. Voilà, il y a un genre de concept store de vêtements de sport, un peu yo, wesh, t'as vu, on fait du hip-hop et on a des vinyles à l'intérieur. Je ne l'ai pas visité, mais c'est vrai que ça avait l'air assez joli. Il y a aussi un resto en mode là aussi un peu concept store. Je ne sais plus ce qu'il faisait exactement, mais il y avait l'air d'avoir des expos, des choses comme ça. Je sais qu'il loue certains espaces pour des événements, dont la terrasse, hein, elle est aussi louée parfois pour des événements. Donc voilà, c'est tout un immeuble qui est un petit peu un immeuble concept store, voilà, on va dire. Mais qui est assez, en plus, bon, il n'est pas très joli visuellement, mais il casse un peu avec l'ambiance traditionnelle du quartier. Mais il est plutôt, voilà, il est plutôt chouette. Il est un peu, on va dire qu'il n'est pas large, mais il est un peu en longueur. Du coup, il est tout en longueur. Et donc en plus, je crois qu'il y a d'autres boutiques dedans, mais il n'est pas très haut, hein. Je ne sais plus, il va peut-être avoir 3-4 étages. Je ne sais pas si vous le savez, mais petite anecdote, à Kyoto, les immeubles ne doivent pas dépasser la hauteur de la Kyoto Tower. Alors c'est peut-être une légende urbaine et je me suis fait avoir, mais voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gros buildings à Kyoto, parce qu'il y a une loi qui dit que tous les buildings ne doivent pas être plus hauts que la Kyoto Tower. Donc vous ne verrez jamais un building de 250 étages sur Kyoto. Ça peut avoir son charme. Moi, j'avoue, j'aime bien les buildings. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que j'adore Tokyo, parce que Tokyo, c'est des petits quartiers résidentiels et des buildings gigantesques. Et le centre de Kyoto, moi, pour que Kyoto soit parfait, j'aurais aimé que le centre de Kyoto soit un chouïa plus grand et un chouïa plus buildingé, avec des plus gros buildings, et qu'on garde le reste. Voilà. Moi ça aurait été mon truc parfait. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui crieraient au scandale en disant « Oh mon Dieu, il veut mettre des gros buildings à Kyoto, c'est affreux, il va faire un centre encore plus gros. » Je comprends tout à fait, parce que c'est vrai que c'est pas l'ambiance ni le thème de Kyoto. Mais voilà, moi, ça serait vraiment ma ville idéale pour ça, s'il y avait vraiment un gros quartier très buildingé, et que le reste resterait Kyoto, avec ses petites ruelles, ses petits quartiers touristiques, tous ses temples, etc. Ça m'irait très très bien. Mais bon, hélas, c'est pas ça. Donc on va retourner dans ce building avec tous ces concept stores. Et en haut, il y a donc une terrasse tout en longueur qui est aménagée en bar. Alors on y accède par un ascenseur et la terrasse est donc, comme je disais, tout en longueur. Et quand on arrive, on a accès sur la gauche de mémoire à un comptoir, un genre de ciel ouvert, forcément c'est une terrasse, et qui du coup permet de commander. Et c'est là qu'il va y avoir les baristas. Alors, ça va peut-être changer parce que je suis pas retourné depuis longtemps, mais en tout cas à l'époque, c'était comme ça. Et donc une fois qu'on a passé ce comptoir, il y a tout un espace pour se poser. Il y a des poufs par terre, non, pas des Megumi de petite vertu, on n'était pas là-dessus, non, des poufs, vous savez, des petits poufs pour s'asseoir. Et puis il y a aussi, je crois, des bancs, etc. Je me rappelle plus trop exactement comment c'était aménagé, mais on peut se poser, mais après c'est le genre de truc où on reste plus debout qu'assis finalement. Alors par contre, je vais pas vous mentir, c'est totalement hipster, hein. On va pas le cacher, hein. Mais j'ai adoré ce lieu pour la vue et les cocktails. Parce que quand j'y allais, je me souviens, alors j'ai surtout testé un cocktail, mais qui était très très bon, qui était le plus cher. Je sais plus à combien il était peut-être à 10 € le cocktail. Mais il y avait un cocktail avec des vrais morceaux de fraises qui étaient vraiment super bons. Je sais même plus ce que c'était comme cocktail, est-ce que c'était du champagne, est-ce que c'était autre chose. Je suis pas un spécialiste d'alcool, moi j'avoue je bois des bières. J'aime bien les craft beers, mais après, pour tout ce qui reste d'alcool, je suis pas forcément un grand spécialiste.
encore moins sur les cocktails. Mais là, j'avoue que c'était vraiment super chouette avec les vrais morceaux de fraises et c'était vraiment très très bon. J'ai mis une photo du cocktail sur Patreon. Donc pour les chanceux, les abonnés, chanceux, je ne sais pas s'ils sont vraiment chanceux, mais pour les abonnés, vous verrez à quoi ça ressemble et ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Et du coup, dans ce rooftop qui donnait sur la Kamogawa, donc la grande rivière de Kyoto, il y avait une ambiance qui était vraiment cool et vraiment chouette. Alors c'était encore une fois l'ambiance hipster, hein, comme je le disais. On rencontrait principalement des hipsters kyotoïtes, un peu artistes, un peu snob parfois. Kyoto c'est la ville des snobs, hein, faut pas l'oublier, mais qui était quand même sympa dans l'ensemble. Ça dépendait des gens, hein. Par exemple, il y avait un mec que je n'aimais pas du tout et que je croisais malheureusement souvent. Je l'appelais Monsieur Nintendo. Alors pourquoi? Parce que c'était un Français qui était insupportable au passage et qui travaillait chez Nintendo. Que je croisais, parce que vous savez, Nintendo, c'est la ville, sa ville, c'est Kyoto, hein. Le siège social de Kyoto, c'est le siège social de Kyoto, c'est rien. Le siège social de Nintendo est à Kyoto, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Nintendo parce que Nintendo emploie pas mal de personnes. Alors, ils ont une très jolie vieille demeure qu'ils vont transformer en hôtel. C'est une honte monumentale. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ils auraient pu en faire un musée. Ça aurait fait un musée, mais magnifique de Nintendo, parce que la demeure, elle est sublime. C'est là où il y avait les anciennes cartes à jouer et tout, etc. C'est en plus grand. C'est dans le centre de Kyoto, dans un quartier hyper mignon. Alors, je pense que les voisins auraient détesté, parce qu'il y aurait eu des tonnes de touristes qui seraient venus, et du coup, le quartier serait devenu invivable. Donc, je pense que comment ça s'appelle, les riverains sont très contents, et peut-être que c'est à cause de ça aussi qu'ils ne l'ont pas fait. Mais à la place, on va faire quoi? Un hôtel. Un hôtel qui va être designé par rapport à un designer connu, je crois, qui sera pas du tout dans l'ambiance Nintendo, hein. Je crois pas du tout que ça va être ça. Voilà, des hôtels, il y en a des centaines de milliers à Kyoto, il en pousse tout le temps sans arrêt, c'est même un petit peu le mal de Kyoto. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouvel immeuble qui pousse, c'est un hôtel ou un parking, et c'est un peu triste parce qu'on a l'impression de vivre dans une ville hôtel. C'est vrai que Kyoto a ce petit mauvais côté. Un mauvais côté que prend la ville de Kyoto, c'est que ça se développe à fond sur le tourisme. Kyoto est déjà une ville très touristique, mais c'est vraiment un mass touriste. Les coins touristiques sont vraiment des Disneyland. Et le reste aussi, parce que du coup, comme je vous le disais, moi, il y a énormément de travaux à Kyoto. J'adorais faire le petit vieux à regarder les travaux de Kyoto. Et souvent, voilà, c'était des nouveaux hôtels qui étaient construits, des nouvelles auberges de jeunesse, des nouveaux machins. Et c'est vrai que c'est un peu triste, parce que du coup, on a l'impression que ça devient Disneyland, vraiment, avec les coins touristiques et tout le reste du centre qui est une zone d'hôtel et d'auberge de jeunesse. Et c'est un petit peu dommage. Alors, c'est ce qui fait vivre la ville aussi, mais c'est vrai que quand ça devient too much, c'est un petit peu dommage, je trouve. Et donc voilà, cette fameuse maison Nintendo, elle va être... alors j'espère qu'elle ne sera pas totalement détruite parce qu'elle était très jolie, vraiment. Et c'est vraiment, moi je m'étais dit, mais ils auraient fait un concept de musée ici, mais ça aurait cartonné. Un musée Nintendo, mais ça... Alors après, effectivement, c'était peut-être pas l'endroit le plus pratique pour faire un musée, il y aurait eu des queues de fous, etc. Mais bon, on pouvait faire un musée où il fallait réserver à l'avance, et du coup, voilà, seules les personnes qui ont des tickets peuvent y aller, ça aurait évité qu'il y ait 72 000 personnes dans la rue qui attendent, qu'il y ait des bus de partout, etc. Je pense qu'il y avait moyen de s'organiser, et c'est vraiment dommage. Et les bureaux de Kyoto de Nintendo sont tout simplement dégueulasses. Voilà, ils ont des vrais bureaux maintenant dans la banlieue de Kyoto et ils sont dégueulasses, c'est immondissime. C'est un immeuble, on vendrait des photocopieuses, ça serait pareil. Alors j'ai rien contre les vendeurs de photocopieuses, mais vraiment ça fait pas rêver quoi. Je sais pas qui a designé les mecs de Nintendo. Tu sais, ils ont un peu de pognon, ils auraient pu se dire on fait un truc un peu fun ou un truc joli ou un truc en mode Kyoto quoi. Ah non, ils ont pas mis l'argent dans le building, hein, ça c'est sûr. Il est neuf, il est moderne, hein, mais alors vraiment, on dirait le building de la Kojip, pour ceux qui connaissent, je suis un grand fan. Voilà, c'est vraiment assez dégueulasse. Donc, revenons au sujet, à ce monsieur Nintendo, qui n'est en plus pas du tout le sujet de ce rooftop, mais je le croisais à chaque fois que j'allais là-bas. C'est donc un Français insupportable, que je croisais en plus souvent à Walden Woods. C'est le genre de mec que je déteste, qui parle fort, qui se montre, qui fait le gars cool. Il te parle, voilà, si on a dit que c'était cool de te parler, sinon il va t'ignorer totalement. S'il voit qu'il n'y a pas d'intérêt de te parler, il te calculera même pas, même si tu es à côté de lui et que quelqu'un est avec toi, qu'il connaît, il te regardera même pas, il t'adressera même pas la parole. En gros, il va te parler que s'il y a écrit que c'est cool sur ton front, quoi. Voilà. Je déteste ce genre de gars et manque de bol, je le croisais souvent dans les lieux où j'allais parce que voilà, le monde kyotoïte un peu hipster va tous dans le même endroit, c'est un peu normal. Comme je dis, Kyoto c'est un petit village, donc on croise toujours les mêmes personnes et c'était pour moi ma grande tristesse de le croiser. Et forcément, donc à chaque fois que j'allais là-bas, il y était aussi. Voilà.
L'avantage, c'est que quand j'étais sans amis japonais, ils m'ignoraient totalement. Donc moi, ça m'allait, hein, voilà. Mais quand j'étais avec des japonais, qu'on connaissait en plus en commun, bah là, ils se sentaient obligés de me parler, de faire «Ah, comment ça va? Ça fait longtemps, mec, putain, c'est génial. Michel, c'est ça? C'est ça ton nom?» Voilà, donc c'est le genre de truc que je déteste. Puis ils parlaient super fort, ils se la ramenaient tout le temps. Bon, heureusement, ils me parlaient que 5 minutes, donc ça allait pas très loin, mais je me souviens que par exemple, une fois dans le rooftop, il y a un autre rooftop en contrebas qui a un restaurant. Et le mec, il était en haut, et bon, il parle très bien japonais, cet enculé, pardon. Euh, et donc, bah, du coup, il y avait des filles qui étaient en bas dans le truc, plutôt mignonnes, des Megumi. Et du coup, il a fait son show, et puis, ah, les filles, faut venir ici, alors, faut monter les Megumi, ah là là, c'est super. Ah, j'en pouvais plus, enfin, vraiment, c'est tout ce que je déteste. Et je vous dis, c'est vraiment un gros snobard de première qui vous parle que si il y a un intérêt de vous parler, qui va faire comme si vous connaissez alors qu'il vous a jamais parlé. C'est vraiment le genre de type que je déteste. Et c'est Monsieur Nintendo, voilà, qui doit toujours vivre là-bas, je suppose, hein, a priori. Et c'est très triste, voilà. Parce que je le croisais du coup, et il m'a un peu foiré parfois certaines soirées. Bon, pas vraiment foiré, mais pendant 5 minutes, voilà, j'étais là, je fais ah non, il y a encore Monsieur Nintendo, il va me saouler. Donc voilà. Je pense que maintenant, il ne va plus là-bas, Monsieur Nintendo, parce que ça doit être devenu très touristique, hein. C'est sûrement un peu moins sympa qu'au départ. Il y avait vraiment pas grand monde, hein, moi, quand j'y allais, parce que c'était pas connu, il venait juste d'ouvrir. Et après, il est passé dans beaucoup de magazines. Il est situé en plein Gyeon, donc quartier touristique par excellence. Et quand je dis touriste, hein, je pense pas forcément qu'aux gaijin, hein, mais aussi à des Japonais venus se faire mousser, voilà, sur le rooftop, etc., à boire les fameuses cocktails aux fraises. Je pense que maintenant, ça a dû perdre un peu de son charme au niveau de l'ambiance. J'ai rien contre les touristes, mais quand vous allez dans un endroit qui est tranquille, avec une belle vue, qui est sympa, il n'y a pas trop de monde, c'est cool. À partir du moment où c'est rempli de personnes, ou que voilà, on a à peine que les gens vont se faire des selfies toutes les 15 secondes, que vous tapez les uns contre les autres, bon bah ça devient, pour moi, ça perd son charme. Mais bien sûr, c'est encore très personnel, hein, vous en doutez. Mais bon, j'avoue, ce rooftop, qui n'est pas le seul à Kyoto, hein, au passage, hein, il y en a d'autres, hein, était vraiment cool. Parce qu'il était, donc comme je n'avais pas trop blindé, il y avait une super vue sur la Kamogawa, donc de nuit c'était vraiment chouette. Et ça te donnait, ouais, ça te faisait aimer Kyoto encore plus de voir la Kamogawa et de voir Kyoto un peu en hauteur en train de siroter ton cocktail. C'était vraiment chouette. Comme je vous dis, en plus ces cocktails étaient plutôt bons, hein. Le cocktail aux fraises, je l'ai fait tester par plusieurs amis et à chaque fois ça a eu son petit succès. Alors j'ai pas pu y aller souvent par contre, car il était ouvert principalement j'ai plus les dates, hein, mais c'était ouvert surtout pendant l'été. Bah oui, forcément c'est un rooftop. Et puis bah moi, vous savez que l'été à Kyoto, c'est pas trop mon truc, hein, c'était pas ma passion. Ce qui était un peu dommage, parce que moi ça m'aurait pas dérangé d'y aller en automne ou l'hiver, hein. Moi je suis pas très frileux, donc aller prendre un petit cocktail l'hiver, j'aurais bien aimé, mais malheureusement je suis pas allé aussi souvent que j'aurais aimé. Si j'avais été peut-être, parce que mes amis aussi n'aimaient pas trop aller boire des coups, etc. Si j'avais eu des amis un peu plus buveurs, pas forcément picoleurs, hein, parce que je suis pas trop dans la picole non plus, mais genre aller boire un verre de temps en temps, je pense que j'aurais traîné un peu plus souvent dans cet endroit le soir. Mais bon, c'est vrai que mes potes, c'était pas trop leur tasse de thé, ils préféraient aller au resto, donc on allait au resto. Mais en tout cas, c'était un endroit, moi, que j'ai vraiment beaucoup aimé, pardon, parce que je ne les ai pas beaucoup aidés, j'aurais donné un peu d'argent, mais pas tant que ça. Je pense que si je retourne m'installer à Kyoto, j'essaierai d'y retourner en espérant vraiment que l'ambiance soit toujours aussi cool que quand j'y allais, malgré son succès et ses pages, comme je vous ai dit, dans des centaines de magazines hipsters. Mais allez, fini de boire un verre, on va maintenant passer au coup de cœur. Et on va parler un petit peu aussi de HS Road to Japan, parce qu'il n'y a pas de quoi faire un HS Road to Japan, mais j'ai des petites news à vous donner, donc voilà, écoutez ce petit coup de cœur. Et oui, cette semaine, ça va être un comeback à mon coup de cœur. Alors non, c'est pas les Backstreet Boys qui se sont reformés. En plus, en même temps, on me dit dans l'oreillette qu'ils sont toujours ensemble et qu'ils font toujours des albums. Donc du coup, ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de se reformer. Non, mon coup de cœur cette semaine, c'est qu'après un mois à Vienne, je retourne dans la ville de Budapest. Alors j'avoue, je suis un petit peu frustré car le mois est passé très très vite pour moi et j'ai pas vraiment eu le temps de visiter et de profiter de la ville. En plus, il faisait très froid, il faisait pas toujours beau, donc j'avais pas forcément la motivation de sortir le week-end. J'aurais bien aimé rester 3 mois de plus, ou 2 mois de plus en tout cas, pour découvrir vraiment la ville. Et là, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit à Vienne. Mais bon, l'appart était super chouette, c'était super calme, ça m'a changé de mes voisins italiens et ça m'a permis vraiment de me reposer, j'en avais besoin après mon passage à Budapest.
Mais Covid oblige, bah, l'organisation, je vais pas vous mentir, c'est le bordel pour un digital nomade. C'est vraiment chiant. J'ai perdu des soirées et des week-ends à m'organiser, à tenter de savoir ce que j'allais faire. C'est vraiment pas simple. Et pour vous résumer en gros, je voulais rester en Autriche à la base, hein, mais impossible de faire ma troisième dose en Autriche sans avoir une adresse officielle. Et du coup, en vivant en Airbnb, bah, j'ai pas d'officiel. J'ai pas d'adresse, quoi. J'ai pas d'adresse à moi. Alors, je pensais rentrer en France à la base, mais bon, vu que je vais partir peut-être au Japon d'ici avant l'été, je voulais pas rentrer trop vite non plus et faire chier mon pote qui m'héberge, qui m'a déjà hébergé l'année dernière pour qu'il m'héberge encore je sais pas combien de mois avant de partir. Parce que d'après mes calculs, là, mon pass sanitaire se finissait fin avril. Du coup, ça va me laissait un peu de marge. Mais ça c'était au mois de novembre-décembre, quand le pass était valide 9 mois au lieu d'un an. Puis, depuis janvier, bah, c'est descendu à 7 mois. Et du coup, entre-temps, vu que j'avais jusqu'à avril bah voilà, pour profiter de mon. Avant de me faire ma troisième dose, je m'étais dit bah, de me refaire un mois à Budapest, c'était tranquille. Surtout que les vols de Vienne à Paris m'arrangeaient pas vraiment, donc je me suis dit que j'ai le temps d'aller à Budapest un mois et qu'il y avait des vols plus cool pour entrer sur Paris à ce moment-là. Sauf que, bah oui, ils ont encore changé la validité du pass sanitaire. Du coup, mon pass n'est plus valide début mars, alors que j'étais en train de me dire que j'allais. Enfin, jusqu'à fin avril, je veux dire. Alors que j'étais en train de me dire que j'allais peut-être faire justement 2 mois supplémentaires, parce que j'avais jusqu'à fin avril, donc j'avais le temps de rester un peu à Budapest. Puis en plus, les appartes à Budapest, hein, c'est beaucoup moins cher qu'en France, parce que en France, les Airbnb sont vraiment hors de prix. Donc niveau organisation, bah, je vous passe plein de détails, mais depuis fin décembre, c'est vraiment chiant. Je m'étais donc résigné à rentrer en France le 12 février, parce que mon pass sanitaire s'arrêtait en mars. Mais en plus, j'ai appris que le 15 février, le pass aura une validité de 4 mois, ou 5, je sais plus. Donc en gros, mon pass ne sera plus valide. C'est-à-dire que là, mon pass, il est censé être valide jusqu'à début mars. Mais finalement, en février, le 15 février, bah, il sera plus valide début mars. Donc si je rentre entre le 15 et début mars, bah, en fait, je peux pas, je vais avoir des ennuis. Il va falloir que je fasse des tests PCR, il va falloir que je fasse machin, il va falloir que j'attende une semaine en faisant mon test. Parce que finalement, bah, là où il devait être valide, bah, il sera plus. Donc voilà, c'est ça tout le temps. Les dates changent tout le temps. Donc pour s'organiser, c'est une vraie chienlit, comme on dit. Alors qu'à la base, hein, il devait tenir jusqu'à fin avril. Donc moi, je m'étais organisé au départ avec cette idée en tête. Bref, ça change tout le temps. Et pour booker des trucs, c'est super compliqué. Je suis toujours obligé de tout changer, de tout réfléchir, de tout revoir. Je passe des soirées à faire ça. Et ça me gave, hein. Au passage, j'ai failli donc pas faire ce podcast cette semaine pour la première fois, parce que bah, voilà, j'ai toujours fait un podcast au moins par semaine. Et pour la première fois, il n'y aurait pas eu d'épisode pendant une semaine, mais finalement, bah là, il est dimanche, il est 21h39, je suis en train d'enregistrer. Donc vous voyez, hein, vous allez avoir le podcast quasiment en direct. Et du coup, je m'excuse au passage pour les membres Patreon qui n'auront pas pu l'avoir à l'avance comme d'habitude. Enfin bref, je pensais rentrer le 12 février et me faire vacciner donc le lundi 14, un jour avant la fin de mon pass finalement, donc c'était un peu chaud. Et puis en fait, j'ai trouvé une autre solution. Le Airbnb que j'ai réservé à Budapest n'était pas réservé pour la suite. Je me suis donc dit que j'allais faire ce que je voulais au départ, réserver jusqu'au 16 avril et juste me faire un aller-retour de quelques jours en France, début février, pour me faire vacciner, pour avoir ma troisième dose. Et normalement, sauf lockdown, dans un des deux pays, ça devrait être gérable en laissant ma valise ici, quoi. En gros, je partirai avec un petit sac à dos, je ferai l'aller-retour et je reviendrai, ça m'évitera de tout bouger. Mais bon, j'ai vraiment beaucoup galéré pour trouver une solution viable pour faire tout ça. Et franchement, être nomade en temps de Covid, c'est pas super funky, hein, je vous le promets. Et puis tout ça, c'est aussi à cause du Road to Japan. Bah oui, on en vient. Parce que je vous fais pas de hors-série depuis quelques temps, tout simplement parce que ça bouge pas. Voilà, ça bouge pas beaucoup de mon côté. Les frontières sont fermées au moins jusqu'à fin février. Donc bon, voilà. La boîte à Tokyo qui est censée faire le portage salarial n'a toujours pas conclu de deal avec ma boîte. Ils ont même toujours pas répondu. Le mec était en vacances. Il a prévenu qu'il partait en vacances. Il est revenu là. Donc ça fait une semaine qu'il est revenu. Et aux dernières nouvelles, je crois pas qu'il ait répondu encore aux questions. Bref, il a pas l'air de se speeder beaucoup, ce qui m'agace un petit peu, mais bon, j'ai pas trop le choix, c'est comme ça, hein. Donc mon dossier n'a pas du tout avancé. Après, rien de grave, hein, c'est juste de la lenteur, hein. Ma boîte au Canada m'a même bien soutenu pour me dire qu'il ferait le maximum pour que je puisse y aller, donc ça, c'était plutôt chouette. Mais voilà, ça n'avance pas, donc pour le moment, pas de hors-sujet malheureusement. Et là, je pense qu'au mieux, je pourrais partir en mai ou en juin, et bon, ça c'est vraiment les trucs un peu optimistes, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, et en plus, rien n'est sûr, comme je vous dis, vu que tout dépendra de l'ouverture des frontières. Si les Japonais décident d'ouvrir les frontières en octobre, je ne pourrai pas partir avant octobre, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je suis un peu dans le doute, donc c'est un peu compliqué pour s'organiser, mais je devrais rester à Budapest jusqu'à mi-avril et faire un petit passage en février
pour voilà, ça va être avant le 15 février pour me faire avoir ma troisième dose et être au moins tranquille quelques mois, en tout cas jusqu'à mi-avril et mon retour en France. Et après, on verra, ça va dépendre comment avance le Japon. Mais pour l'instant, je me donne jusque-là. Mais voilà, mon coup de cœur, c'est quand même que je retourne à Budapest, qui me fait économiser quand même 800 € sur 2 mois, donc on va pas cracher dessus, hein, par rapport à si j'avais dû prendre un Airbnb en France, par exemple, parce que les appartements sont beaucoup moins chers qu'ailleurs, et en plus, le café et la vie de tous les jours est moins cher aussi. Pour vous dire, j'économise 100 € par mois sur mon budget café, qui est très grand, vous le savez, et j'économise aussi 100 € par mois sur mon budget pour manger tous les jours, alors pas les restos, hein, mais ce que j'achète pour manger tous les jours. Donc forcément, sur 2 mois, ça fait des économies. Donc je suis content de revenir ici. En plus, mon appart, il est à 5 minutes de mon café préféré. L'appart est pas hyper chouette, c'est pas le meilleur Airbnb que j'ai. J'ai une connexion internet qui est vraiment très 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 pourrie. Donc ça va être un peu compliqué pour travailler. Heureusement, je reste qu'un mois ici en faisant une semaine de passage sur Paris, donc pour faire ma vaccination. Donc je devrais pouvoir me débrouiller avec ma connexion 4G de mon téléphone, etc. pour bosser. Et après, j'ai pris un autre appartement. En arrivant ici, j'ai vu que l'appartement n'était pas assez bien. Donc j'en ai pris un autre pour la suite de mon passage à Budapest, où là, je me suis bien renseigné. J'avais demandé si Internet était rapide. On m'avait dit que oui. On m'a menti. Voilà, Internet n'est pas du tout rapide. Là, l'autre appartement m'a vraiment dit combien de mégas il avait, etc. et tout, et ça suffira pour travailler. Et en plus, il sera beaucoup plus beau, donc j'ai hâte d'être dans ce futur appartement, même si je viens d'arriver dans mon nouvel appartement. Mais là, ça fait plaisir. Je suis revenu à Budapest. La ville est chouette, c'est quand même agréable, c'est quand même une ville agréable. Je suis allé dans mon café, on m'a dit, voilà, ils m'ont tous dit bonjour, ils se sont rappelés de mon prénom, ils se rappelaient que j'allais à Vienne. Ça me fait toujours halluciner, alors que moi je ne connais pas leur prénom. Bah oui, c'est triste, hein, je suis un sale type. Mais voilà, c'était plaisant et je me suis senti un peu un genre de mini retour à la maison, même si Budapest ne sera pas le Japon pour moi, hein, vous l'aurez bien compris. Mais voilà, ça fait plaisir ici, on fait des économies, moi j'ai mes habitudes, donc voilà, c'était quand même chouette. Je préfère ça que de rentrer en France au final. Mais voilà, pour cette semaine, c'est terminé. C'était un épisode un petit peu brouillon, je m'en excuse, mais j'ai dû tout préparer un peu à l'arrache. J'ai écrit le podcast aujourd'hui, je l'ai enregistré là à 21h, j'ai préparé les posts, etc. Donc voilà, c'était un peu fait à l'arrache parce que j'étais sur les routes et que j'ai dû gérer plein de choses. J'ai dû acheter mes billets d'avion, encore une fois, pour mon fameux aller-retour troisième dose, on va l'appeler. Aujourd'hui, c'était pas prévu. Ouais, j'ai dû organiser plein de choses. Quand vous changez d'un pays à l'autre, les règles sont pas les mêmes. Par exemple, ici, on vous demande pas de test PCR pour l'instant. En Autriche, il fallait un test PCR en plus des 2 doses. Voilà, faut tout chercher, tout regarder, ça change tout le temps. Donc, puis vous avez des infos assez difficilement parfois. Donc, c'est vrai que c'était un peu crevant. C'est pour ça que je rêve d'une chose, d'aller au Japon, parce que je kiffe le Japon, bien sûr, mais aussi pour avoir mon appartement, pour avoir mon chez-moi, ne plus bouger, ne plus avoir rien à voir à faire. Voilà, une fois que tout l'administratif sera fait, que j'aurai fait ma déco et que j'aurai mon appartement sympa, je n'irai plus sur Airbnb pendant de longs mois, voire des années, j'espère. Et je resterai tranquillement dans mon appartement chaud, sans bouger. Bon, peut-être que de temps en temps, j'irai peut-être à Tokyo ou un truc comme ça pour me faire un petit week-end, mais j'aurai pas de vacances. Donc, de toute façon, je vais pas pouvoir bouger de ouf. Mais ouais, j'ai tellement hâte de ne plus être un nomade. C'est une vie qui est sympa, mais pendant le Covid, c'est aussi plein de tracas et plein de choses un peu chiantes à faire, à s'organiser. Donc, c'est pas non plus la vie rose, la vie des bisounours, comme on dit. Mais bon, après, j'ai pas à me plaindre, hein, je suis dans des villes sympas, je découvre des nouvelles choses. Puis c'est un peu l'aventure, c'est marrant aussi. Mais c'est vrai que voilà, je me serais passé de tous ces temps perdus à s'organiser. Et puis du coup, j'ai pas pu travailler sur le podcast comme je voulais cette semaine. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous a quand même plu et puis que vous avez découvert un rooftop sympa, un compte Instagram cool et une petite balade près de Kyoto. Sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, vous le savez. Ciao, bye bye, matane.
一緒にお願いすることもあるの